Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Content de vous retrouver ce matin pour analyser, pour décortiquer l'actualité sociopolitique en Haïti et ce faisant, ce jet de lumière sur Haïti permet en même temps à nos frères et sœurs d'Afrique de comprendre ce qui se passe dans leur propre pays, puisque Haïti est devenu, avec le temps qui court, une espèce de laboratoire où on essaie toutes sortes de formules que l'on reproduit dans les pays africains, hélas. Ce matin, nous allons nous arrêter à cette visite, somme toute inutile, du Premier ministre Gary Conille, sa première tournée. Imaginez qu'il vient à peine d'être installé, moins d'un mois, ou environ un mois. En tout cas, il vient à peine d'installer son gouvernement. Cela fait pas un mois depuis qu'il dispose d'un cabinet ministériel, d'un cabinet qu'on aura tôt fait de qualifier de cabinet, ma foi, éléphantesque, gigantesque, lui qui pourtant avait promis de réduire la taille de son gouvernement à 8 ministres. On s'est rendu compte que tout cela était au fait du bluff, puisqu'il grossit, n'est-ce pas, son propre bureau de Premier ministre, de toutes sortes de ministres délégués qui lui sont refilés, soit par Claude Joseph, Dédé, des ministres qui sont accusés de malversation, des ministres qui sont accusés de détournement de fonds, ou d'autres délégués qui lui sont imposés, soit par Claude Joseph, je l'ai dit, ou par Michel Martelly, ou par Laurent Lamotte. Je vous donnerai d'autres détails. Or, imaginez que cela fait même pas 2 semaines depuis qu'il dispose d'un cabinet ministériel. Il est parti, dans un premier temps, dit-il, en mission, ce qui est faux. Les mots ont leur sens, on le voit dans le langage diplomatique. Pourtant, il n'a pas dit au Conseil présidentiel qu'il était parti en mission.
il a plutôt dit qu'il allait partir en tournée. On verra un peu la différence fondamentale qu'il y a entre tournée et puis mission diplomatique, mais pire. Dans l'état où se trouve le pays, un pays qui fait face à une crise humanitaire énorme, lui-même le dit, hein, la majorité des Haïtiens, n'est-ce pas, font face à une crise alimentaire. Nous sommes un pays qui est confronté à un problème de déplacés internes. Hein. Les bandits armés de Port-au-Prince ont déplacé des centaines de milliers d'habitants, bon, qui se retrouvent aujourd'hui, n'est-ce pas, sans un toit. Imaginez ce problème d'insécurité qui est le problème numéro un selon son propre dire. Et moins de 2 semaines depuis que Gary Coney dispose d'un gouvernement au complet, il part en tournée aux États-Unis. Quel est le message sur le message qu'il veut nous envoyer? Mon Dieu, Haïti, c'est un pays de 27 000 km². Vous avez, n'est-ce pas, toutes sortes de problématiques locales. Et le Premier ministre, selon tout bon sens, selon toute bonne logique d'un politicien pragmatique, avant de se déplacer à l'extérieur, devrait commencer par faire le tour du pays, devrait commencer par faire le tour des provinces pour entendre les doléances de la population, pour entendre, n'est-ce pas, les desiderata de la population. Non. Moins de 2 semaines depuis qu'il dispose d'un gouvernement, il part avec la ministre des Affaires étrangères qui lui est suggérée par Claude Joseph et Laurent Lamotte et la ministre des Finances et de la Coopération externe qui lui est imposée par sa propre femme. Imaginez, il part aux États-Unis. Mais pire, les amis, comme si le fait de partir après 2 semaines aux États-Unis d'Amérique sans qu'il y ait urgence, comme si cela en soi n'était pas suffisant pour nous faire nous poser des questions, mais ce n'est que le jour même de son départ. Ce n'est que le jour même de son départ que le Premier ministre a informé par un bout de texte sur WhatsApp au Conseil présidentiel qu'il allait partir. Rien de plus. Il a envoyé par la suite une lettre dont j'ai la copie ici et je vais vous en lire la teneur. Donc, est-ce que ce pays-là est toujours un pays? Est-ce que c'est un pays qui veut recouvrer sa souveraineté? Est-ce que c'est un pays qui repose sur des institutions républicaines? Sinon, comment imaginer que un Premier ministre qui est une émanation d'un conseil présidentiel organise une tournée aux États-Unis à l'insu du conseil présidentiel et ce même Premier ministre n'a envoyé qu'une note WhatsApp aux membres du conseil présidentiel à 3h34 du matin, tandis qu'il allait prendre l'avion le jour même, flanqué de 2 ministres de son gouvernement. Quand je vous avais dit la semaine dernière que ce pays-là est devenu une véritable farce, c'est un pays qui n'est ni gouverné ni dirigé, comme le disait, n'est-ce pas, le défunt bâtonnier Montferrier. On est dans une véritable blague, on est dans une véritable plaisanterie. Plus rien ne se fait selon des normes, plus rien ne se fait selon des règles, en sorte que Gary Coney perpétue cette longue tradition de politiciens haïtiens qui se croient détenteurs d'un supplément d'être quand ils ont leur propre nom. Gary Coney s'est précipité de partir aux États-Unis, moins de 2 semaines depuis qu'il dispose d'un gouvernement, pour renforcer son image de marque à ses yeux, à savoir « je suis l'homme du blanc », en sorte que, moins de 2 semaines depuis que je dispose d'un gouvernement, j'ai pu rencontrer le surhumain Anthony Blinken et j'ai pu rencontrer le conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que cela rapporte concrètement au pays? Zéro. Qu'est-ce que cela rapporte concrètement dans la coopération entre les États-Unis d'Amérique et Haïti? Zéro.
au fait, Garrigoni est allé tout simplement lécher son image d'être l'homme du blanc. C'est là-dessus qu'il construit tout son brand, c'est là-dessus qu'il construit son marketing politique. Je suis l'homme du blanc, je suis l'envoyé de Clinton. La preuve, c'est que moins de 2 semaines, depuis que j'ai un gouvernement, j'ai pu faire un voyage privé aux États-Unis, qu'il a tenté de faire passer comme une mission, seulement pour renforcer son image personnelle, pour se donner de la visibilité, de manière à prouver au Conseil présidentiel qu'il ne relève pas du dit Conseil, mais qu'il reçoit ses ordres directement du blanc. Pourtant, quand on connaît l'histoire de notre pays, nos ancêtres n'étaient pas comme ça. C'est mon privilège de vous rappeler que lorsque Toussaint Louverture s'est rendu compte qu'il était devenu l'homme incontournable, n'est-ce pas, à Saint-Domingue, eh bien, il a doté Saint-Domingue d'une constitution. Ce qui en soi est une prémisse vers l'indépendance. Et lorsque ses conseillers lui ont rappelé que Napoléon Bonaparte allait considérer cela comme une déclaration de guerre, il a tout simplement dit que m'importe ce que pense Napoléon Bonaparte est le premier des Blancs, moi je suis le premier des Noirs. Et quand Toussaint Louverture dit de Napoléon Bonaparte qu'il est le premier des Blancs, c'est pas un compliment qu'il lui fait, comme le comprend le professeur Jean Casimir. Il est en train de dire que Napoléon Bonaparte est le premier des étrangers, il est le premier des Européens. Mais quant à nous ici à Saint-Domingue, je suis l'autorité, l'homme sans qui rien ne peut se faire, l'homme avec qui tout peut se faire. Et même s'il savait que Napoléon Bonaparte allait dépêcher toute l'armée française à Saint-Domingue, eh bien, il n'accordait aucune importance à cela. Il était déterminé à doter Saint-Domingue d'une constitution, ce qui est, comme je viens de le dire, le premier pas, la prémisse vers l'indépendance. Toussaint Louverture n'est pas le seul à se croire égal des Blancs. Jean-Jacques Dessalines, lui aussi, lorsque il a proclamé l'indépendance du pays, vous n'avez qu'à relire, n'est-ce pas, l'acte de la proclamation, vous n'avez qu'à relire, n'est-ce pas, ses premiers discours, mais surtout, très rapidement après l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Jean-Jacques Dessalines a compris que pour signifier au monde entier notre volonté irréductible de rester indépendant, il nous faut nous débarrasser des derniers Français qui se croyaient être, si vous voulez, des espions du gouvernement français ou de l'État français. Eh bien, il a émis l'ordre de les massacrer tous et toutes, question de leur rendre à eux la monnaie de leur pièce, eux qui ont réduit nos ancêtres, n'est-ce pas, en servitude pendant plusieurs siècles. Et lorsque quelques-uns de ses conseillers essayaient de le ramollir, essayaient de le sensibiliser à l'idée qu'on allait lui faire, n'est-ce pas, une image démoniaque de par le monde, il a dit ceci, que m'importe, n'est-ce pas, le jugement que portera, n'est-ce pas, la postérité, pourvu que je sauve mon pays. En réalité, Jean-Jacques Dessalines a dit bien avant, n'est-ce pas, Fidel Castro, l'histoire m'absoudra. Et on a compris qu'il avait raison. Et pour résumer ce parcours historique des grands, n'est-ce pas, qui ont marqué notre histoire haïtienne, il faut dire aussi un mot du roi Christophe Henri. Quelques années après notre indépendance, la France, n'est-ce pas, pensait qu'il lui était encore possible de récupérer Haïti en tant que colonie. Et là, la France est entrée dans une espèce de marchandage auprès d'Henri Christophe. Elle lui a envoyé, n'est-ce pas, si vous voulez, ses représentants pour tenter de négocier avec Christophe, de le garder comme, si vous voulez, autorité première dans la colonie, pourvu que Christophe redonne, pour ainsi dire, Saint-Domingue à la France. Et vous savez ce qu'a fait Christophe? Il a fait juger l'émissaire et il l'a fait exécuter en bonne et due forme. Voilà le type de politicien qui a marqué notre histoire ancestrale. Voilà le type de politicien qui se trouve dans mon panthéon personnel. Oh,
on va se rendre compte que ça n'a pas toujours été ainsi dans notre histoire. Il faut dire la vérité. Par intégrité intellectuelle, il faut reconnaître que les Toussaint Louverture, les Jean-Jacques Dessalines, les Henri Christophe sont rares dans l'histoire politique de ce pays. Malheureusement, l'histoire politique de ce pays est aussi tissée de politiciens sous-fifres, est aussi tissée de politiciens qui sont de véritables sous-hommes, qui s'estiment inférieurs aux Blancs et qui, pire, pensent détenir un supplément d'être lorsqu'ils se rapprochent du Blanc. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir infligé un coup d'État, n'est-ce pas, au président Jean-Bertrand Aristide, le seul président véritablement élu dans notre histoire, la France, les États-Unis et le Canada ont placé à la tête du pays un premier ministre croupion en la personne de Gérard Latortue. Et vous savez quoi? Très peu de temps après être installé comme premier ministre, il est allé faire une visite officielle. Imaginez, il a traversé l'Atlantique. Il est allé rendre une visite officielle à la France pour s'excuser auprès de son véritable patron, Jacques Chirac, président français d'alors, pour s'excuser du malentendu de Jean-Bertrand Aristide lorsqu'il a agité la question de la restitution, de la rançon de l'indépendance que la France a utilisée pour bloquer le développement socio-économique du pays. Donc voilà que 20 ans plus tard, c'est les Nations Unies elles-mêmes qui disent qu'effectivement, la France doit quelque chose à Haïti, et on parle ici de plus de 27 milliards de dollars américains. Mais retenons ce comportement. À peine fut-il installé comme Premier ministre, en 2004, que Gérard Latortue s'est précipité de traverser l'Atlantique pour rendre une visite à Jacques Chirac, de manière à lui présenter ses excuses et pour régler ce malentendu qui consistait à réclamer à la France ce qu'elle nous doit, à savoir les 27 milliards qu'elle nous avait volés comme rançon de l'indépendance. Quand j'ai vu Gary Conille, moins de 2 semaines après qu'il dispose d'un gouvernement, se précipiter vers les États-Unis d'Amérique, sans même informer le conseil présidentiel, mais quelle inélégance, quelle arrogance, et plutôt quel manque de savoir-faire. Quand j'ai vu donc Gary Conille se précipiter de partir en tournée aux États-Unis, je me suis dit, oh là là, l'histoire se poursuit, on assiste au même vieux film de politiciens haïtiens sous-fifres, de politiciens haïtiens sous-humains qui s'imaginent que leur image de marque repose sur leur proximité avec le blanc. Dans un contexte où les bandits continuent de faire la loi à Port-au-Prince, dans un contexte où à n'importe quel moment un ouragan ou un cyclone peut détruire tout un pan du pays, plutôt que de se colter avec nos difficultés, il a préféré aller faire le pain avec ses véritables patrons, question de prouver aux Haïtiens qu'il détient un supplément d'autorité parce qu'il est l'homme du blanc. Nous allons analyser ce comportement pathologique chez le politicien haïtien. Nous allons regarder ensemble où ce comportement nous a menés. Et vers la fin, nous nous poserons la question, mais comment arriver à créer un nouvel être haïtien? Notre problème, c'est que dès 1865, à la signature du concordat entre l'État haïtien et le Vatican, les dirigeants haïtiens ont vendu Haïti à 2 ONG. Au fait, Haïti est dirigé par 2 grandes ONG. L'Église catholique depuis 1865 et, à partir de 1915, les églises protestantes. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Des politiciens comme Gérard Latortue, des politiciens comme Gary Conille qui s'imaginent qu'ils ont un supplément d'être quand ils sont proches du blanc. On s'arrête ici.
La table est mise. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires et comment. À tout à l'heure, les amis. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Voilà, avant la pause, on s'était promis de s'appesantir sur le message politique, le coup de marketing politique, l'exercice de visibilité que Gary Coney s'est donné lorsqu'il a choisi de diriger une délégation aux États-Unis d'Amérique du 28 juin au 6 juillet 2024. Bon, pour comprendre l'enjeu véritable derrière cette visite inutile, nous devons revenir à l'architecture constitutionnelle quant au poste du Premier ministre. Nous devons revenir au design constitutionnel. Comment notre Constitution, celle de 1987, conçoit le rôle du Premier ministre. Bon, si vous lisez la Constitution de 87, vous allez voir que le Premier ministre est une émanation de la présidence, premièrement. Et quand le président ne dispose pas d'une majorité au Parlement, le Premier ministre devient une émanation soit de la présidence toute seule, ou de la présidence et du Parlement quand le président ne dispose pas d'une majorité au Parlement. Bon. Il est évident qu'on ne peut pas parler ici du Parlement puisque le Parlement n'existe pas, donc on ne peut pas dire que le Premier ministre est une émanation ou le Premier ministre est une créature du Parlement et de la présidence puisqu'il n'y a pas de Parlement. Ici, le Premier ministre est une émanation, le Premier ministre est une créature de la présidence. Ainsi le veut la Constitution. Au fait, un Premier ministre est nommé, puisqu'il n'est pas élu, pour exécuter le programme du président. Le président qui est élu au suffrage universel, le seul qui le soit d'ailleurs. Bon. Puisque nous ne sommes pas dans un contexte d'élection, nous avons un conseil présidentiel qui dispose de toutes les prérogatives présidentielles constitutionnelles. On peut dire que le Premier ministre est l'émanation du conseil présidentiel. En sorte que le Premier ministre, il est là, dans le contexte précis qui nous préoccupe, pour exécuter la feuille de route conçue par le conseil présidentiel. Le Premier ministre n'est pas une espèce de singleton, le Premier ministre n'est pas une espèce de politicien perdu dans l'espace, il est nommé par le conseil présidentiel de manière à exécuter la feuille de route du dit conseil présidentiel. Donc il n'est pas question pour un Premier ministre de se percevoir comme l'employé du blanc. Il n'est pas question pour un Premier ministre de se percevoir comme le véritable patron d'Haïti. Il est en réalité le premier serviteur d'Haïti en ce qu'il est là pour servir les intérêts supérieurs de la nation tels que ces intérêts sont définis par la feuille de route à la suite de laquelle il est nommé. On se comprend bien? En sorte que dans le cas de Gary Coney, si on
on revient à son discours d'installation. Il a été nommé pour exécuter la feuille de route jusqu'en 2026, date à laquelle un président va être installé à la tête du pays. Mais en attendant, il n'est pas là pour lécher son image de marque, il n'est pas là pour aller chercher de la visibilité, il n'est pas là pour prouver qu'il est l'homme du blanc, auquel cas ne doit-il de compte à personne. Or, c'est précisément ce danger qui pointe à l'horizon. Gary Coney, je vous l'avais dit, dès ma première émission, dès lors que nous avons appris qu'il était celui sur qui, sous l'ordre du blanc, malheureusement, le Conseil présidentiel avait jeté unanimement son dévolu, je vous avais prévenu que cet homme-là n'écouterait pas le Conseil présidentiel, qu'il ne recevrait d'ordre que du blanc, et qu'il ne rendrait compte qu'au blanc, à peine informerait-il, n'est-ce pas, le Conseil présidentiel de ses décisions. Et c'est ce à quoi nous venons d'assister. Et c'est un danger énorme. Parce que si cela continue, Gary Coney va créer un État dans l'État. On va avoir deux chefs d'État à la tête d'un seul petit pays. Et ici, n'est-ce pas, malheureusement, nous aurons 8 chefs d'État dans un petit pays. Un conseil présidentiel à 7 têtes déjà et un premier ministre qui ne se verrait pas comme l'émanation, un premier ministre qui ne se verrait pas comme la créature d'un conseil présidentiel, mais un premier ministre qui veut envoyer le message subliminal suivant. Moi, je suis l'homme du blanc, je suis là parce que le blanc a commandé, n'est-ce pas, ma nomination, auquel cas je ne dois aucune explication à personne, je ne dois rendre compte à personne de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Sinon, comment interpréter, mes amis? Rendez-moi fou ou sage. Le fait que Gary Coney a décidé de partir en mission, et ce n'est que le jour même de son départ qu'il a envoyé à 3h34 du matin un WhatsApp aux membres du Conseil présidentiel pour les informer de son départ, de sa tournée aux États-Unis avec 2 ministres, en leur promettant qu'une lettre formelle suivrait. Lettre que les membres du Conseil présidentiel ont reçue, n'est-ce pas, un jour ou 2 après. Je vous lis le contenu de la lettre du Premier ministre. Alors, il adresse la lettre au président du Conseil présidentiel, son Excellence M. Edgar Leblanc Fils, président du Conseil présidentiel de transition, en ses bureaux. Je vous lis. Excellence, j'ai l'honneur de vous informer par la présente que je dois conduire une délégation du 28 juin au 6 juillet 2024. Je dois conduire. D'où vient ce devoir? Qui vous a imposé le devoir de conduire moins de 2 semaines après que vous disposez d'un gouvernement qui vous impose le devoir de conduire une délégation vers l'oncle Sam, enfin chez l'oncle Sam? Par la présente, je vous informe que je dois conduire une délégation du 28 juin au 6 juillet à Washington, D.C., dans le cadre d'une tournée d'inspection. Là, il ne parle pas de mission parce que le mot mission ne conviendrait pas pour les explications que je vais vous donner, alors que dans la presse, il a laissé entendre qu'il partait en mission, ce qui est faux. Donc, dans le cadre d'une tournée d'inspection à l'ambassade d'Haïti, et tenez-vous bien les amis, aussi, j'en profiterai pour effectuer une visite au Conseil de sécurité des Nations Unies le 3 juillet prochain. Et il termine sa brève missive en ces mots: je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma haute considération. Il y a un certain nombre de remarques qu'il faut faire quand on fait l'exégèse de cette lettre. Elle dit tout sur la personnalité de Coney. Notez bien comment il est hypocrite. Il doit diriger une délégation ministérielle à l'ambassade d'Haïti à Washington. Il en profite, nous dit-il, pour effectuer une visite au Conseil de sécurité des Nations Unies le 3 juillet prochain, comme si cela n'avait pas été planifié, comme s'il n'avait pas initié les contacts pour se rendre à Washington, comme s'il n'avait pas initié les contacts, n'est-ce pas, pour avoir un temps de prise de parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
il laisse entendre que tout cela relève d'une obligation qui lui est imposée par je ne sais qui et qu'il n'en était pas informé avant. Aussi, quel manque d'élégance, quelle arrogance, quel manque de savoir-faire, aussi dis-je, a-t-il informé le conseil présidentiel dont il est l'émanation? Aussi a-t-il informé le conseil présidentiel dont il est l'employé le jour même. Les amis, rendez-moi fou ou sage, nous sommes dans un pays, bon Dieu. La Constitution définit le rôle ou les prérogatives du Premier ministre. La Constitution définit les prérogatives, n'est-ce pas, de la présidence. Le Premier ministre, c'est l'émanation de la présidence et quand il y a Parlement et que le président ne dispose pas d'une majorité au Parlement, n'est-ce pas, il est l'émanation et du président et du Parlement. Mais là, Gary Coney devrait se dire, écoutez, moi je suis nommé par le conseil, n'est-ce pas, présidentiel. Si je dois partir en tournée, n'est-ce pas, à l'étranger, je dois m'asseoir avec le conseil présidentiel, étudier l'opportunité d'une telle tournée et nous entendre, c'est-à-dire le conseil présidentiel et moi, sur un énoncé de mission. Au début, si vous écoutez ces conférences de presse, il a laissé entendre à la presse qu'il était parti en mission. Non, il est parti en tournée. Au fait, il était même en visite privée. Le Premier ministre n'était pas en mission. Comprenons-nous bien, le mot « mission », que ce soit, n'est-ce pas, dans le langage diplomatique ou bien dans le langage théologique, suppose l'idée de quelqu'un qui est envoyé. Le mot « mission » dérive du verbe « missio », le verbe latin qui signifie « envoyer ». On est en mission lorsqu'il y a quelqu'un, généralement quelqu'un qui est supérieur en grade, quelqu'un qui est notre patron, donc on part en mission lorsque quelqu'un nous envoie. Et quand on nous envoie, on nous donne un énoncé de mission, on nous dit voici pour quelle raison on vous envoie, voici qui vous allez rencontrer, et voici surtout pourquoi vous devez rencontrer ces gens-là. Et en fin de compte, voici les mesures de contrôle que l'on se donne, mesures grâce auxquelles on saura si votre mission est un succès, si votre mission est fructueuse, selon le langage conventionnel des diplomates, ou si votre mission est un échec. Or, imaginez, les amis, Gary Coney décide de son propre chef, avec les Nesmi Manigat de ce monde, avec d'autres ministres qui lui sont imposés par Laurent Lamotte, qui lui sont imposés par Michel Martelly ou qui lui sont imposés par Claude Joseph, c'est-à-dire la même gang de voleurs, n'est-ce pas, du PHTK renouvelé, PHTK remodelé, car c'est au fait ça, aidé de Claude Joseph. Il décide, n'est-ce pas, en cachette de planifier une mission. Et ce n'est que le jour même de son départ, à 3h34 du matin, qu'il envoie une note sur WhatsApp aux membres du conseil pour les informer de son départ et de son obligation de diriger une délégation à Washington. Et il envoie un double message. Quand il donne une conférence de presse aux journalistes haïtiens, il fait croire qu'il part en mission, qu'il va rencontrer le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, ce qu'il a fait, qu'il est probable qu'il rencontre, n'est-ce pas, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, donc le secrétaire d'État, ce qu'il a aussi fait. Mais dans la lettre qu'il a envoyée le jour même au conseil présidentiel, il ne dit mot de sa rencontre avec le conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche. Il ne dit mot de la rencontre, n'est-ce pas, qu'il a pourtant eue avec Anthony Blinken. Est-ce que Gary Coney voulait cacher quelque chose au conseil présidentiel? Si oui, pourquoi? Est-ce que Gary Coney a un agenda caché? Il me semble que Gary Coney devrait être le serviteur du pays par l'entremise de la feuille de route qu'il doit implémenter au pays. Mais si ce voyage aux États-Unis devait rapporter quelque chose au pays, si ce voyage aux États-Unis devrait être, n'est-ce pas,
fructueux pour le pays, pourquoi l'avoir caché? Pourquoi avoir caché son agenda au Conseil présidentiel jusqu'au jour, n'est-ce pas, de son départ? Et il ne dit pas dans la lettre qui il allait rencontrer. Il ne dit pas dans la lettre qu'il allait rencontrer Anthony Blinken. Est-ce que c'était de l'improvisation? Pensez-vous vraiment qu'un secrétaire d'État américain, probablement l'un des hommes les plus occupés au monde, dans le contexte, n'est-ce pas, de la guerre entre Israël et le Hamas, dans le contexte, n'est-ce pas, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans un contexte, n'est-ce pas, aussi fragile que les élections américaines qui s'en viennent, n'est-ce pas, au mois de novembre, tous les sondages donnent perdant le patron d'Anthony Blinken, Joe Biden. Pensez-vous vraiment que on puisse improviser une rencontre entre Anthony Blinken et Gary Coney comme ça? Comme si Anthony Blinken n'avait rien d'autre à faire que d'attendre qu'un Premier ministre, n'est-ce pas, vienne d'Haïti et qu'on lui donne tout à coup, n'est-ce pas, un rendez-vous super important avec le Premier ministre Gary Coney, ou bien Gary Coney avait-il caché cela aux membres du Conseil présidentiel? Pensez-vous vraiment que Gary Coney ait pu improviser une rencontre avec le conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche? Est-ce que le conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche est à ce point, si vous voulez, n'a à ce point rien à faire, au point qu'on puisse lui imposer une rencontre de dernière minute avec un Premier ministre haïtien? Les amis, rendez-moi fou sage. L'agenda de ces hommes-là est rempli au moins un mois d'avance. Et s'il faut, n'est-ce pas, placer à la dernière minute une rencontre, au moins on le sait, n'est-ce pas, au moins une semaine. Imaginez que le Premier ministre devait partir pour une tournée du 28 juin au 6 juillet. Il n'a même pas mentionné qu'il devait rencontrer Anthony Blinken. Il n'a même pas mentionné qu'il allait rencontrer le conseiller à la sécurité. Il a dit, et c'est ce qu'il a n'est-ce pas, raconter aux membres du conseil présidentiel de vive voix, du moins, n'est-ce pas, à Edgar Leblanc, le président du dit conseil. Il a dit qu'il devait partir à Washington pour s'assurer que le service des passeports aux Haïtiens, n'est-ce pas, vivant à l'étranger, puisse se faire facilement. Or, voilà qu'on découvre que Gary Coney devait et a effectivement rencontré le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, que Gary Coney allait et qu'il a effectivement rencontré Anthony Blinken. Quel est l'agenda caché du Premier ministre? Quel est ce manque de savoir-faire qui l'empêche d'informer son véritable patron, c'est-à-dire le conseil présidentiel, de son agenda et donc de ses intentions véritables par cette tournée en Amérique du Nord? Et il dit qu'il doit conduire cette délégation. Qu'est-ce que Gary Coney est allé faire en rencontrant le conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche? Qu'est-ce qu'on lui a imposé comme devoir? Qu'est-ce qu'Anthony Blinken, n'est-ce pas, a effectivement dit à Gary Coney, n'est-ce pas, en absence des caméras? Est-ce que vous voyez, si vous voulez, n'est-ce pas, ce manque de savoir-faire, est-ce que vous vous rendez compte de cet amateurisme, sinon de ce fait exprès? Quand un Premier ministre se déplace dans une tournée ou bien dans une mission, il doit s'assurer d'avoir un énoncé de mission qui lui est donné par la présidence. Le conseil présidentiel, s'il était informé du départ de Gary Coney, allait lui dire, écoutez, voici telle personnalité clé, vous devez rencontrer aux États-Unis, voici le langage à tenir, voici les objectifs de cette rencontre, et voici comment nous, au sein du conseil présidentiel, nous allons nous assurer que cette rencontre était fructueuse. Si vous deviez rencontrer, n'est-ce pas, le conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche, ce n'est pas en soi un mal, mais voici les éléments de langage à tenir, voici ce que vous devez transmettre au nom de l'État haïtien, de telle sorte qu'il n'y ait pas de cacophonie entre ce que le conseil présidentiel dit et ce que le Premier ministre Gary Coney dit. Et au fait, il y a déjà une cacophonie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Le président du conseil présidentiel a écrit, n'est-ce pas, sur Twitter, en tout cas, il s'est fendu d'un tweet en disant qu'il n'y aurait pas de négociation, qu'il n'y aurait pas d'amnistie
entre l'État haïtien et les bandits qui tuent, qui kidnappent, qui chassent les gens de leur domicile. Or, dans une entrevue à RFI, répondant à la question, à savoir est-ce qu'il était prêt à négocier, qu'est-ce qu'il était prêt à répondre à l'appel de Barbecue qui veut négocier, le Premier ministre a dit autre chose que le président du Conseil présidentiel. Il a dit qu'il était prêt à négocier pourvu que Barbecue, 1, dépose les armes et 2, reconnaisse l'autorité de l'État. Donc il y a déjà une cacophonie. Est-ce que Gary Coney cherche à se faire aimer des bandits, tandis que de notre côté, il est en train d'ostraciser le Conseil présidentiel? Est-ce que Gary Coney est allé recevoir des consignes précises, mais des consignes, si vous voulez, que le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche et qu'Anthony Blinken lui aurait confié en cachette, c'est-à-dire à l'insu du Conseil présidentiel? Pour qui Gary Coney travaille-t-il? Imaginez que ça ne fait pas 2 mois qu'il est là, mais que déjà il part en tournée à l'étranger sans en informer le Conseil présidentiel. Il part en tournée à l'étranger sans montrer au Conseil présidentiel son agenda. Et lorsque le président du Conseil présidentiel lui en a fait le reproche, il a prétendu n'être pas de mauvaise foi et qu'il a fait ça tout simplement, il a commis tout simplement une erreur de bonne foi. Croyez-vous Gary Coney? Quelqu'un qui a travaillé aux Nations Unies pendant 25 ans, quelqu'un qui est rompu à l'art de rendre des comptes, il serait parti en tournée à l'étranger sans avoir planifié son agenda. Vous le croyez, vous? Il aurait eu une rencontre avec Anthony Blinken sans que, avant son départ, il n'en soit assuré. L'un des hommes les plus occupés au monde. Il aurait eu une rencontre avec le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, l'un des hommes dont l'agenda est le plus rempli, n'est-ce pas, au monde, sans qu'il n'en fût informé avant son départ d'Haïti, au point que dans sa lettre qu'il a écrite au Conseil présidentiel, il a tout simplement dit qu'il allait faire une tournée à Washington et qu'il allait en profiter pour rendre une visite au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon Dieu! Le mot même le dit, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le saint des saints du Conseil, n'est-ce pas, des Nations Unies. N'accède pas qui veut au Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand on reçoit une invitation à prendre la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies, on le sait quelques jours d'avance. Dès lors qu'il avait reçu une confirmation de sa prise de parole au sein du Conseil de sécurité, pourquoi n'a-t-il pas informé le Conseil présidentiel de son intention de se rendre là-bas? Et voici ce qu'il avait dit. Et vous avez vu que sa prise de parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies a été filmée et diffusée, n'est-ce pas, orbi et torbi. Donc l'homme est mu par le désir de lécher son image, par le désir de faire savoir aux Haïtiens que lui, il a accès au sein des saints des Nations Unies, il a accès au Conseil de sécurité et que par conséquent, il n'a pas besoin d'un petit conseil présidentiel des Haïtiens. Ses véritables patrons, ce sont les Blancs. Le ver est déjà dans le fruit. Je vous l'avais dit de faire attention à ces hauts fonctionnaires des Nations Unies qui sont parachutés dans nos pays sous l'égide du blanc et qui croient qu'ils ne nous doivent aucun compte, qu'ils ne nous doivent aucune explication pourvu qu'ils exécutent les dictats des blancs. Le plan de Gary Coney se déploie. Il planifie une rencontre à l'étranger sans en informer le Conseil présidentiel. Il informe le Conseil présidentiel le jour même de son départ. Quelle arrogance! Il cache son agenda au Conseil présidentiel, lui qui pourtant devait rencontrer, n'est-ce pas, Anthony Blinken, lui qui pourtant devait rencontrer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans sa lettre explicative, il a tout simplement ignoré le fait qu'il allait rencontrer Anthony Blinken. Mais combien de jours ou combien de semaines avant son départ pour rencontrer le Conseil de sécurité avait-il reçu la confirmation de cette rencontre et qui avait décidé
de ce qu'il allait dire ou de ce qu'il ne dirait pas, ce qu'on appelle à proprement parler un énoncé de mission. Qu'est-ce que Gary Coney est allé faire véritablement aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il a reçu comme consigne? On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause avec quelques éléments de réponse, du moins avec quelques hypothèses. À tout à l'heure, les amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Avant la pause, on s'était promis de répondre à la question nationale. C'est une question de laquelle dépend la réussite ou l'échec de cette transition qui se veut une transition de rupture, à savoir quel est l'agenda caché de Gary Coney, à savoir quelle est la mission véritable de Gary Coney. Alors, pour répondre à cette question, vous devez savoir ce qui s'est passé, ce que Gary Coney a entrepris comme démarche dans les semaines qui ont précédé son choix unanime par le Conseil présidentiel. Gary Coney, pendant les 3 semaines qui ont précédé sa nomination, appelait tout le monde. De là où il se trouvait en tant qu'employé des Nations Unies, il se trouvait déjà dans les Caraïbes, il passait pas moins de 25 appels par jour. Il appelait tout le monde. Les anciens chefs d'État, Jean-Bertrand Aristide, n'est-ce pas, Privert, il appelait les anciens chefs de gouvernement et surtout, il appelait les chefs de parti pour leur demander leur appui contre des promesses. Ça, c'est très important. Si vous comprenez pourquoi Gary Coney s'est entouré de ministres ou d'anciens ministres de PHTK, si vous voulez comprendre pourquoi Gary Coney, n'est-ce pas, a engorgé son bureau de Premier ministre, n'est-ce pas, d'anciens ministres de PHTK comme Nesmi Maniga, ou d'anciens, n'est-ce pas, diplomates d'aider de Claude Joseph, des gens qui ont volé, n'est-ce pas, l'argent du pays à l'étranger, vous devez comprendre, n'est-ce pas, quelles sont les promesses que Gary Coney avait faites au Michel Martelly de ce monde, quelles sont les promesses que Michel Martelly avait faites à Privert, quelles sont les promesses que Gary Coney a faites, n'est-ce pas, à Laurent Lamotte. Alors, connaissant les politiciens haïtiens, les Laurent Lamotte, les Privert, les Michel Martelly ne se sont pas contentés de recevoir des promesses de la part de Gary Coney, car ils savent, ces politiciens-là, que ces promesses ne se convertissent jamais en engagement, et bien fou celui qui croit aux promesses d'un politicien. Ils se sont assurés que pour donner leur appui à Gary Coney, ils placeraient eux-mêmes leurs ministres dans des postes clés. Suivez bien, les amis. Bon, à un Michel Martelly, Gary Coney a promis que si le PHTK lui donne son appui, il n'y aurait pas de procès Petro-Caribé. C'est de la musique aux oreilles de Michel Martelly. Et pour s'assurer qu'effectivement, il n'y aurait pas de procès Petro-Caribé, imaginez ce qu'a fait Michel Martelly. Il a dit, écoutez, si vous voulez avoir mon appui, je dois pouvoir nommer moi-même le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique qui, drôle de coïncidence, est à la fois l'avocat du PHTK et l'avocat de Gary Coney. Trouvez l'erreur à la personne de Carlos Hercule. Donc le PHTK a monnayé son appui à Gary Coney en disant « Nous devons nous-mêmes nommer
le ministre de la Justice, celui de qui dépendra le procès Petro-Caribé. Nous savons, n'est-ce pas, comment les Michel Martelly, comment les Laurent Lamotte, n'est-ce pas, ont mis les deux mains, n'est-ce pas, dans les fonds Petro-Caribé. Michel Martelly a dit à Kony, si vous voulez avoir mon appui, c'est à moi de nommer le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, le ministre de la Sécurité publique du gouvernement de Gary Kony est nommé par nul autre que Michel Martelly, parce que Gary Kony lui avait dit, si vous me donnez mon appui, vous pourrez nommer votre ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour vous assurer qu'il n'y aurait pas de procès Petro-Caribé. Donc, vous comprenez déjà que l'agenda de Gary Kony n'est pas celui du Conseil présidentiel. Le Conseil présidentiel veut, n'est-ce pas, une transition de rupture avec de grands chantiers comme le procès Petro-Caribé ou d'autres procès sur des crimes financiers. Or, voilà que Gary Kony s'est donné poings et pieds liés au PHTK en permettant à Michel Martelly de nommer le ministre de la Justice, qui est, comme par simple coïncidence, l'avocat personnel de Gary Kony en la personne de Carlos Hercule. Suivez mon regard, il n'y aura jamais de procès Petro-Caribé. Il peut y avoir, n'est-ce pas, une parodie de procès, mais les vrais coupables ne seront jamais condamnés car c'est la promesse que Gary Kony a faite à Michel Martelly. Je vous ai dit que Gary Kony, dans les 3 semaines qui ont précédé, n'est-ce pas, sa nomination, c'est-à-dire les semaines qui se sont étalées entre l'installation du Conseil présidentiel et la nomination du Premier ministre, il passait au moins 20 à 25 appels par jour, il appelait tout le monde, mais il a aussi appelé Laurent Lamotte. Quel est le grand problème personnel de Laurent Lamotte? En fait, Laurent Lamotte a 2 gros problèmes. C'est un dilapidateur de fonds publics comme son ancien ami, aussi kleptomane que lui, Michel Martelly. Donc, il a volé, il a pillé les fonds Petro-Caribé. On l'appelle l'homme des 15 stades, invisible, mais que lui seul voit. Mais Laurent Lamotte a un autre problème. Il est sous la sanction des États-Unis. Or, l'homme a vécu longtemps aux États-Unis. Il a des biens aux États-Unis. Il a dit à Gary Kony, vous pouvez avoir mon appui à condition que je puisse nommer moi-même la ministre des Affaires étrangères. Et si vous êtes bien informé, vous saurez que Dominique Dupuis, n'est-ce pas, est imposé à Gary Kony à la fois par Laurent Lamotte et Claude Joseph. Et vous allez voir pour quelles raisons ce sont ces deux-là qui se sont entendus comme larrons en foire pour nommer la ministre des Affaires étrangères en la personne de Dominique Dupuis. Quel intérêt Laurent Lamotte a-t-il dans la nomination d'une ministre des Affaires étrangères? Quel est le rôle d'un ministre des Affaires étrangères? Soigner les relations étrangères d'Haïti avec les partenaires internationaux. Or, ce sont précisément le Canada, les États-Unis qui ont sanctionné, n'est-ce pas, Laurent Lamotte pour dilapidation de fonds publics ou pour implication dans le trafic des armes en Haïti. Gary Kony a fait la promesse formelle à Laurent Lamotte qu'étant donné ses contacts au sein des Nations Unies et étant donné ses contacts, n'est-ce pas, dans la diplomatie, dans la haute diplomatie du monde, si Laurent Lamotte lui donne son appui, il allait faire lever les sanctions contre Laurent Lamotte. C'est l'espoir de Laurent Lamotte, c'est la promesse que Gary Kony lui a faite. Et pour s'assurer que la promesse de Gary Kony se traduit en engagement, Laurent Lamotte a dit, moi, je ne prendrai pas de chance, je veux nommer moi-même la ministre des Affaires étrangères. Et Gary Kony a permis à Laurent Lamotte de nommer, n'est-ce pas, Dominique Dupuis comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est aussi le choix de Claude Joseph. Quel est l'intérêt de Claude Joseph dans cette affaire? Comprenez-nous bien. Vous vous souvenez de cette bisbille entre Claude Joseph et Bochit, n'est-ce pas, dans cette affaire de détournement de fonds publics, dans l'histoire de vente illégale de passeports, n'est-ce pas, vente illégale dans laquelle et Bochit et Claude Joseph, n'est-ce pas, ont été épinglés. Claude Joseph, lui, il veut se laver de tout soupçon. Donc il dit, moi si je nomme de concert avec Laurent Lamotte, ma propre ministre des Affaires étrangères, elle va, si vous voulez, diligenter, si vous voulez une vérification au terme de laquelle je serai blanchi, moi, Claude Joseph, et le grand coupable de tous ces détournements de fonds publics,
va être, n'est-ce pas, bullshit. Donc vous comprenez que Kony a les mains liées de par les promesses qu'il a faites aux politiciens véreux, aux politiciens voleurs, aux politiciens, n'est-ce pas, qui ont détourné les fonds publics. Il a promis des choses à Michel Martelly. Auquel cas devait-il accepter que Carlos Hercule, qui est son avocat personnel, mais en même temps l'avocat du PHTK, soit le ministre de la Justice pour empêcher qu'il y ait, n'est-ce pas, tout procès Petro-Caribé. Et il devait aussi donner à Laurent Lamotte et à Claude Joseph le portefeuille du ministère des Affaires étrangères pour que Mme Dominique Dupuis puisse, si vous voulez, faire lever par ses contacts les sanctions contre Laurent Lamotte, les sanctions américaines, j'entends, et les sanctions canadiennes, puisque Gary Coney a promis à Laurent Lamotte qu'étant donné ses contacts au sein des Nations Unies, qu'étant donné ses contacts avec les diplomates américains et canadiens, il ferait lever les sanctions contre Laurent Lamotte. Alors vous commencez à avoir une idée de la véritable mission de Gary Coney. Vous comprenez pourquoi il ne pouvait dire, n'est-ce pas, il ne pouvait informer le Conseil présidentiel de sa tournée à l'étranger. Vous comprenez pourquoi il a, rien que par un WhatsApp, informé le CP le jour même de son départ parce qu'il avait son propre agenda, puisqu'il allait mains liées par les promesses qu'il a faites à Michel Martelly et à Laurent Lamotte. Mais ça se poursuit. Pour avoir l'appui de Claude Joseph Dédé, Claude Joseph voulait un certain nombre de ministères. Il a eu avec Laurent Lamotte le ministère des Affaires étrangères pour continuer à placer qui il veut dans les missions étrangères de manière à détourner les fonds publics vers les caisses de son parti politique. Mais il voulait aussi avoir le portefeuille de la sécurité publique. Le portefeuille, n'est-ce pas, du ministère de la Défense. Il n'a pas eu le portefeuille de la sécurité publique puisque Carlos Hercule a raflé et le ministère de la Justice et celui de la sécurité publique. Il ne lui restait à Claude Joseph que le ministère de la Défense. Pour quelle raison? Claude Joseph veut devenir président d'Haïti et il se dit, pour devenir président d'Haïti, je dois avoir deux assurances. Que, un, le ministre de la Justice va faire effacer, si vous voulez, mon inculpation que le juge d'instruction avait émise contre moi dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. N'oubliez pas cela. Donc Claude Joseph est assuré que Carlos, n'est-ce pas, Hercule, ministre de la Justice, va enlever cette inculpation. Et de deux, il veut s'assurer d'avoir le contrôle, n'est-ce pas, de la défense du pays, d'avoir le contrôle, n'est-ce pas, de tout ce qui allait se faire au fur et à mesure qu'on s'approche des élections. Et Gary Coney lui a laissé, si vous voulez, le portefeuille de la défense. Et je vous en ai parlé la semaine dernière, lorsque je vous ai dit que celui qui est à la tête du ministère de la Défense d'Haïti n'a même pas été interviewé par le Conseil présidentiel. Il est parachuté directement depuis Montréal, après avoir passé bien sûr quelque temps en Belgique, parce que Gary Coney avait promis à tout ce beau monde-là, à Michel Martelly, à Laurent Lamotte, à Claude Joseph, de leur laisser les ministères qu'ils veulent bien, pourvu qu'on l'approuve comme Premier ministre. Alors dites-moi, un homme dont sa ministre des Affaires étrangères est choisie par Laurent Lamotte avec pour mission secrète de faire enlever les sanctions contre lui, lui qui est sanctionné pour implication dans le trafic des armes, lui qui est sanctionné pour dilapidation des fonds publics, il a pu nommer la ministre des Affaires étrangères qui va faire tout ce qu'elle peut pour faire lever les sanctions avec, si vous voulez, l'appui de Gary Coney lui-même. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Gary Coney, un homme qui s'est rapproché de Michel Martelly, lequel Michel Martelly, à qui il a promis qu'il n'y aurait jamais de procès Petro-Caribé, auquel cas lui a-t-il donné à Michel Martelly, n'est-ce pas, la prérogative de nommer lui-même le ministre de la Justice, qui est à la fois l'avocat du PHTK et son propre avocat, son avocat personnel. Et notez que ce Carlos Hercule est à la fois ministre de la Justice et ministre de la Sécurité publique. Et si vous voulez bien comprendre, les amis, l'importance, si vous voulez bien comprendre le rôle primordial que joue le PHTK de Michel Martelly, le PHTK de Laurent Lamotte et le PHTK aidé de Claude Joseph, vous avez vu que
dans sa tournée, sa première d'ailleurs, qu'il s'est précipité de faire, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique. Avez-vous vu qui Gary Coney a nommé comme son premier ministre AI pendant son absence? Nul autre que Carlos Hercule, l'avocat de PHTK qui lui est imposé par Michel Martelly, l'avocat de PHTK qui est en même temps son propre avocat, pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune tentative de procès sur les crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays. Non seulement Michel Martelly l'a-t-il nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique, mais il s'est assuré, Gary Coney, en son absence, que ce même Carlos Hercule serait le Premier ministre AI. Gary Coney n'est pas là pour exécuter la feuille de route du Conseil présidentiel. Il n'est pas là, n'est-ce pas, pour réaliser une transition de rupture avec des procès phares comme le procès Petro-Caribé, avec des procès phares sur l'assassinat du président Jovenel, avec des procès phares, n'est-ce pas, sur d'autres crimes encore. Il est là pour gérer le statu quo. Il est là pour qu'on reste, n'est-ce pas, dans les mêmes vieilles affaires, en attendant que l'international nous impose un autre président, à l'image de Michel Martelly, mais par une machination qui serait mise en place par le PHTK et Gary Coney lui-même. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi Gary Coney a caché sa visite au Conseil présidentiel et qu'il ne l'a informé que le jour même, pourquoi il lui a caché son agenda en lui disant qu'il était parti dans une tournée à Washington et qu'il allait prendre la parole, n'est-ce pas, seulement devant le Conseil de sécurité, sans révéler au Conseil présidentiel qu'il allait rencontrer Anthony Blinken ou qu'il allait rencontrer le conseiller à la sécurité, vous commencez à voir plus clair. On est dans la gestion du statu quo. Gary Coney est à la fois l'homme que l'ambassade américaine veut nous donner, dans le sens que c'est l'homme qui va gérer le statu quo pour nous assurer qu'il n'y ait pas de changement véritable, mais c'est aussi l'homme du PHTK, en ce que son ministre de la Justice, c'est le ministre choisi par Michel Martelly. Maintenant, la question se pose, d'où vient cette ministre de l'économie et de la planification avec laquelle Gary Coney a voyagé à l'étranger et qui a eu le toupet de nous annoncer que le Fonds monétaire allait, si vous voulez, décaisser 40 millions pour nous aider à organiser des élections. Mais quelle insulte! 40 millions de dollars. Avant la pause, je vous le dis tout de suite, vous serez surpris d'apprendre que la ministre de l'économie et de la planification externe, donc c'est la même personne qui porte ces deux chapeaux, n'est-ce pas? Indépendance entre ministère de l'économie et coopération externe, on repassera. Cette ministre-là a été imposée à Gary Coney par sa femme. Avons-nous un pays? Ou est-ce qu'on continue à considérer Haïti comme une espèce de patrimoine familial où c'est la femme du Premier ministre qui nomme, n'est-ce pas, la ministre de l'économie et de la planification externe, ou c'est Laurent Lamotte qui nomme la ministre des Affaires étrangères pour qu'on fasse pression pour lever les pressions, ou c'est Michel Martelly qui nomme, n'est-ce pas, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour s'assurer qu'il n'y aurait jamais de procès Petro-Caribé? Quand est-ce que ce pays-là va appartenir véritablement aux 12 millions d'Haïtiens? Est-ce que ce pays restera l'apanage? Est-ce que ce pays restera l'affaire privée d'un petit groupe qui se passe le pouvoir en volant tout ce qu'il y a comme ressources? Autrement, comment expliquer que Claude Joseph ait pu placer autour de Gary Coney des ministres délégués qui ont détourné des fonds publics, des missions étrangères d'Haïti à Orlando ou ailleurs vers les caisses d'aider? Et imaginez, les amis, comment Claude Joseph a eu le beau jeu de placer un secrétaire, n'est-ce pas, enfin, un ministre délégué aux affaires humanitaires dans le cabinet du Premier ministre Coney, à la personne de Gaspard Ewil. Savez-vous ce que ça veut dire? C'est que
Désormais, quand il y a un ouragan, quand il y a un cyclone, celui qui va gérer les fonds d'urgence, d'ailleurs on l'a vu cette semaine, se pavaner avec une représentante des Nations Unies. Désormais, lorsqu'il y a ouragan, lorsqu'il y a cyclone, lorsqu'il y a crise humanitaire, c'est cet homme que Claude Joseph a placé au sein de Gariconi qui va gérer les fonds d'urgence et qui va continuer comme il l'avait fait à Orlando de détourner des fonds publics vers les caisses d'aider. Dites-moi, qu'est-ce que Gariconi va-t-il faire de différent, lui qui a déjà les mains liées par Michel Martelly, lui qui a déjà les mains liées par Laurent Lamotte, lui qui a déjà les mains liées par Claude Joseph? Qu'est-ce qu'il va faire de différent pour qu'enfin on puisse avoir une véritable transition de rupture? Non. Il n'y aura rien de nouveau. Déjà, on voit son jeu hypocrite. Il part en mission. Il cache son agenda. Il va rencontrer, si vous voulez, des hommes importants dans la machine étatique des États-Unis. Il n'a même pas eu l'élégance de dire au Conseil présidentiel, je dois rencontrer Anthony Blinken, je dois rencontrer le conseiller à la sécurité des États-Unis. Comme on le dit dans notre délicieux créole, Pita Pitris, nous mêler avec Gariconi. On s'arrête une dernière fois et on revient pour se poser la question que voici, mais pourquoi ce pays est-il, dis-je bien, une industrie à fournir des politiciens sous-fifres, des politiciens magouilleurs, des politiciens qui bâtissent toute leur image de marque sur leur proximité avec le blanc? Mais d'où cela vient-il? Et comment on peut congédier cette classe de politiciens sous-fifres ou sous-sous pour travailler à l'émergence d'un nouvel être haïtien à l'image de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines et d'Henri Christophe? On s'arrête une dernière fois. Au retour de la pause, on se posera la question, mais d'où cela vient-il qu'Haïti soit une machine à produire ce type de politiciens magouilleurs, coquins, qui ne jurent que par des machinations puantes et qui ne travaillent pas véritablement pour le bien-être du plus grand nombre? Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. En terminant, il nous faut nous poser la question que voici. Pourquoi notre pays excelle-t-il à fournir des politiciens blancomanes, des politiciens blancolâtres, qui ne jurent que par le blanc et qui se précipitent de rencontrer le blanc, sitôt installés dans une fonction publique, pour prouver au peuple qu'ils ont leur propre blanc et qu'il faut les prendre au sérieux? Pourquoi notre pays excelle-t-il à produire ce type de politiciens? En tant que penseurs, nous devons risquer quelques réponses. Et moi, je vais vous en risquer deux. La première, c'est que la pire faute que nos dirigeants aient commise, c'est de livrer la jeunesse du pays à l'Église en 1860. Ce fameux concordat entre l'Église et l'État haïtien, concordat par lequel Fabre Nicolas Geffrard a confié littéralement l'avenir du pays à l'Église catholique, qui est une ONG mafieuse. L'Église catholique, ce n'est pas juste une religion, c'est une idéologie. L'Église catholique, ce n'est pas juste une idéologie, c'est une grosse ONG mafieuse et qui avait précisément pour mandat, puisqu'on nous a envoyé des Bretons. Les Bretons, c'était des racistes, c'était des négrophobes, c'était des royalistes, donc ils détestaient, n'est-ce pas, l'idée d'une Haïti indépendante. Eh bien, dès lors que
nos dirigeants ont confié le cerveau de nos jeunes à cette mafia, à cette ONG mafieuse qu'on appelle l'Église, eh bien, la messe était dite sans mauvais jeu de mots. On était condamné à détester notre propre pays, on était condamné à se détester soi-même, on était condamné à rejeter sa propre culture au profit de la culture de l'étranger. D'ailleurs, Élie Dubois, qui fut ministre de l'Instruction publique d'alors, dans son discours d'acceptation de ce concordat, n'a pas hésité à dire qu'il nous faut permettre à l'Église d'impulser une nouvelle orientation à la culture haïtienne. En impulsant une nouvelle orientation à la culture haïtienne, sa culture, sa politique, eh bien, ça donne des Gérard Latortue, ça donne des Gary Conille qui s'imaginent qu'ils sont véritablement humains, qu'ils ont une véritable autorité, seulement et seulement si ils ont des amis blancs. Et cette ONG mafieuse, n'est-ce pas, supportée par des pédophiles en soutane, pour reprendre la formule de mon ami Bilolo Congo, va se faire concurrencer à partir de 1915 par une autre ONG non moins mafieuse que sont les églises protestantes. S'il est vrai que le protestantisme est présent en Haïti depuis 11 ans après notre indépendance, donc depuis 1815, mais le protestantisme va renforcer son influence en Haïti à partir de l'occupation américaine depuis 1915. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne, là encore, des Haïtiens qui se détestent, des Haïtiens qui se rejettent, des Haïtiens qui s'accusent et des Haïtiens qui voient dans le blanc américain le papa bondier. En sorte que tout politicien haïtien, tout intellectuel haïtien se croit véritablement homme s'il a son propre blanc. Jusque-là, c'était son propre blanc français. Mais depuis les dernières années, sous l'influence des églises protestantes, on est important si on a son propre blanc américain, comme on dit en créole. D'abord, c'était les pasteurs qui devaient avoir leur propre missionnaire blanc. Et aujourd'hui, ce sont les politiciens qui doivent avoir leur propre blanc américain pour prouver qu'ils sont des hommes, pour prouver qu'ils sont vraiment importants. Et tout ça transite par l'école. Dans un échange que j'ai eu avec le nouveau ministre de l'Éducation d'Haïti, puisque j'hésite à dire éducation nationale, on n'a pas encore un ministère d'éducation nationale, je lui ai dit qu'il a une lourde responsabilité. Être ministre d'éducation dans un pays comme Haïti, d'ailleurs, il faut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment de l'éducation ou bien de la simple scolarisation? Je lui ai dit qu'il a la lourde tâche de resetter, si vous voulez, de mettre à plat tout ce qu'on a reçu comme fatras dans l'école d'Haïti au profit du blanc français, au profit du blanc américain, pour qu'on apprenne désormais à valoriser notre propre identité, pour qu'on apprenne à valoriser nos ancêtres, les Toussaint Louverture, les Tantes Toya, les Jean-Jacques Dessalines, les Henri Christophe, pour qu'on apprenne à se considérer homme égaux aux blancs, sans qu'on se précipite de se flanquer d'un blanc parce que c'est alors qu'on serait homme. Vous savez, si on veut travailler à l'émergence de nouveaux êtres haïtiens, à l'émergence de nouveaux types de politiciens haïtiens, nous n'avons pas le choix que de reprendre le contrôle de notre école, prendre le contre-pied de ce que Fabre Geffrard avait fait en 1860 lorsqu'il a confié le cerveau de nos jeunes à cette ONG mafieuse qu'on appelle l'Église et plus tard à cette autre ONG non moins mafieuse qu'est l'Église protestante. La tâche du ministre Antoine Augustin, ministre de l'Éducation d'Haïti, si tant est qu'on puisse parler d'éducation, sera lourde. Celle de changer le cursus, celle de changer le curriculum.
et de faire en sorte que l'école d'Haïti puisse enseigner aux Haïtiens le sens du bien commun, que l'école d'Haïti puisse enseigner aux Haïtiens, n'est-ce pas, la fierté pour son histoire, que l'école d'Haïti puisse enseigner aux Haïtiens une autre façon de faire de la politique, mon Dieu. C'est quand même notre pays. On ne peut pas continuer à le vendre comme ça en petits morceaux. On ne peut pas continuer à le dépecer au profit des Bidjo, au profit des Martelly, au profit des Lamotte, comme si Dessalines n'était mort que pour ces salopards-là. Oh, puisque les mêmes causes produisent dans les mêmes circonstances les mêmes effets, puisque c'est l'école qui produit ces saloperies-là de politiciens, nous devons reprendre le contrôle de notre école, faire le contre-pied de ce que le Concordat nous a valu depuis plus de 150 ans. Doter le pays d'un système d'éducation véritablement national, d'un système d'éducation véritablement haïtienne. Pour cela, nous devons nous tourner vers nos partenaires africains. Il y a des pays africains qui reconnaissent la nécessité de changer la donne en matière d'éducation. Or, si ce Premier ministre-là voulait faire œuvre qui vaille, plutôt que de se précipiter vers les États-Unis, qui sont tout sauf un pays ami d'Haïti, il irait, après avoir parcouru le pays pour entendre les desiderata de la population haïtienne, il irait rencontrer des partenaires africains avec qui il travaillerait sur une véritable transition de rupture. Aussi longtemps qu'on ne reprend pas le contrôle des cerveaux de nos jeunes, qu'aussi longtemps qu'on continuera à confier le cerveau de nos jeunes à cette ONG mafieuse qu'on appelle l'Église catholique par le truchement de ces écoles, aussi longtemps qu'on laissera le cerveau de nos jeunes, n'est-ce pas, entre les mains des églises protestantes, on continuera à avoir de ces politiciens voleurs, de ces politiciens sous-fifres, et le pays restera là où il est. Fasse le ciel, et c'est mon seul espoir que le ministre Augustin fasse œuvre qui vaille, qu'il travaille à une véritable éducation nationale haïtienne et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on puisse avoir un nouveau type de politiciens haïtiens. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.